Le mot boucher, ça dérive du vieux François baucher. Ça désignait un petit bois, et par définition un bosquet aujourd'hui. Et ça évoquerait la situation en hauteur du château. Ce qui date de la guerre de 100 ans, vous avez d'abord le grand donjon qui est ici. Alors ce grand donjon, lui, date du XIVe siècle. Et si vous regardez bien, on peut encore voir l'emplacement du pont-levis. Bon, ce pont-levis, par contre, il n'était pas très large. C'était pour limiter l'afflux de personnes à l'intérieur. Parce que là, vous pouvez passer seulement que 2 par 2, serrés, ou sinon 1 par 1. Le petit donjon et la tour de la chapelle datent du XVe siècle, à une exception près. Le dernier étage du petit donjon de la tour de la chapelle, lui, il date de 1920. Le château, à l'époque, connaît des travaux de restauration, et l'architecte des monuments historiques avait décidé de rehausser le petit donjon et la tour. Ce château, on ne sait pas depuis quand il est là. Oui, on sait seulement qu'il existe depuis au moins la fin du XIIe siècle grâce à un acte d'hommage qui est daté de cette période. Le château aujourd'hui, il appartient à la famille Durand. Et c'est une famille de passionnés de châteaux qui habitent la Sarthe. Ils ont décidé de le restaurer entièrement pour ensuite en faire un lieu culturel. Des expositions, des concerts de musique et des visites. Le premier seigneur qui nous est connu se nommait Guy Sénébeau. Et il était à l'époque compagnon d'armes de Philippe Auguste, seigneur du Boucher, c'est-à-dire le château et le hameau qui est en bas, seigneur du village de Migné et aussi seigneur du Blanc-Poitou. Vous êtes en pleine guerre de 100 ans. L'Angleterre n'était pas très loin. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, Saint-Savin est en Angleterre. Saint-Savin faisait partie du duché d'Aquitaine. Et après la défaite de Poitiers, ça redevient aussi territoire anglais, sauf que cette fois c'est dans le duché de Guyenne. Le seigneur de ce château, Pierre de Naillac, ainsi que son frère aîné, Périchon, seigneur du Blanc, tous les deux rejoignent le camp des Anglais. Pierre n'a pas d'enfant. Par contre, son frère Périchon, il a 3 fils. Les 3 fils rejoignent le camp du roi de France. Et ça explique d'ailleurs pourquoi le château n'appartiendra plus au Naillac à la mort de Pierre. C'est son épouse qui va récupérer le domaine, mais elle se lie à un dénommé Artaud d'Ussel, qui était à l'époque un chef de bande à la solde des Anglais. Et il faut attendre le début du XVe siècle pour qu'il y ait un dénommé Perrault d'Ouradour qui décide de reprendre cette place. Lorsque le dernier seigneur de cette famille est atteint de la lèpre, et sachant qu'il n'a pas d'héritier, il décide de léguer le château à sa sœur, Marie, qui avait épousé un dénommé Godefroy Tavaux de Mortemer. La fille des Tavaux épouse un Rochechouart de Mortemart, et elle apporte le château dans sa dot. Oui, Rochechouart de Mortemart s'installe ici, et il fait faire des travaux pour mettre son château à la mode du XVIIe siècle. Tout ce qu'il y avait de médiéval, de cette tour à celle-ci, a été rasé, pour refaire un bâtiment neuf, à l'exception d'un mur qui fait toute la longueur de la cuisine et la longueur de la galerie. Et l'arrachement du bâtiment se voit parfaitement sur le côté de la tour. Elle contient le seul escalier qui dessert les étages médiévaux. Pour les courageux, c'est par ici. Les travaux qui avaient commencé en 1638 s'arrêtent en 1668. Cette tour, elle est toujours debout. Certaines pièces à l'intérieur du château ne sont pas terminées depuis le XVIIe siècle. Il n'y a pas de statue dans l'alcôve au-dessus de la porte. Gabriel Rochechouart de Mortemart, duc et père du royaume, va hériter du château. Dans sa famille, la personne la plus connue, c'est l'une de ses filles, Françoise Athénaïs, marquise de Montespan. Elle a séjourné quelque temps ici, pour la chasse. Son père n'a jamais mis les pieds ici, et il n'a d'ailleurs jamais terminé les travaux du château. Sa famille le conserve jusqu'à la Révolution française. Le dernier des Mortemart de l'époque décide de s'exiler en Angleterre, et il parvient tout de même à la récupérer en 1802 sous Napoléon, pour ensuite le vendre en 1808 à un dénommé Victor, héros de la Véronne, qui était maire de Rosnay. Les héros de la Véronne ont conservé le château jusqu'en 2017. L'ancienne propriétaire, qui s'appelait Chantal Hérault de la Véronne, qui était historienne et archiviste, a vécu ici jusqu'à 96 ans. Elle vivait essentiellement dans la cuisine, qui était ici au rez-de-chaussée. Elle avait aussi aménagé les 2 dernières pièces des appartements de Louis XIV, et elle avait sa bibliothèque au premier étage, au-dessus de la cuisine. Au Moyen-Âge, on a créé les plus grands étangs de la Brenne avec un système de communication qu'on appelle le canal des 5 mondes. C'est les 5 plus grands étangs de Brenne. La fondatrice de cette église est Alix de Brabant. Alix de Brabant a demandé l'autorisation au pape Benoît XII de construire cet édifice. La maman d'Alix, avec la cape bleue sur la gauche, Jeanne de Vierzon, Saint-Ursin, patron des Berrichons. À l'origine, c'est une église funéraire dans laquelle aujourd'hui on n'a jamais retrouvé aucun tombeau.
À l'époque, on faisait un échange de terres. Les Harcourt sont restés à peu près 120 ans. Donc la châtellenie de Mézières, de la famille des Harcourt, passe à la famille d'Anjou qui avait récupéré les terres des Harcourt. Il existait en Europe de l'Est la carpe dite danubienne. Donc les moines ont vite compris que ça allait leur régler leurs problèmes. Les moines ont structuré tous ces étangs et se sont dit on va mettre des carpes et puis on les pêche quand on veut et on a notre poisson quand nous le souhaitons. Ils en ont fait commerce. C'est l'explication de la présence constante des moines en Brenne, parce qu'en fait, ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. La restauration des vitraux. On a une belle Passion Résurrection et évidemment Marie-Madeleine. Regardez cette débauche de couleurs. On va du vert sombre en bas à droite à un vert beaucoup plus clair là-haut. Toujours ce jaune exceptionnel au XIVe siècle. Et puis la qualité de ce vitrail. Tous ces vitraux ont été restaurés entre 1998 et 2000.